L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Preur, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Situation explosive au Moyen-Orient, nouveau conflit majeur, grosse escalade, plusieurs cibles. Les premières, c'était les infrastructures énergétiques. Dès les premiers, ou le premier et le deuxième jour des attaques de l'entité sioniste, les marchés évidemment suivent et réagissent rapidement. Et il y a des fluctuations. On parle d'un baril à 90 $. Est-ce vraiment l'enjeu, monsieur Preur? C'est-à-dire que quand on parle d'un baril à 90 $, hein, cela suppose, toute chose égale par ailleurs, que la demande, l'offre pétrolière se réduit de 10 à 20%. D'accord. Maintenant, déjà, on rentre dans des hypothèses, l'hypothèse d'un enchaînement chaotique, parce que si ça rentre, si ça monte à 90 $, c'est rien n'interdit à ce que ça monte à 200 $. Hein. Mais déjà, nous avons un premier signal. Les marchés qui sont une variable importante pour l'économie mondiale. Les marchés, on l'a vu durant la première guerre du Golfe en 1991, quand on s'attendait à ce que si les Américains attaquent l'Irak, les marchés allaient exploser. Le 16 janvier, quand les Américains ont lancé l'attaque contre l'Irak, les marchés se sont effondrés. 1991. Parce que la preuve en est qu'ils cèdent d'une manière ou d'une autre aux injonctions des États. D'accord? Donc moi je ne pense pas que les marchés soient tant lucides que suite à des frémissements, disons que l'Iran est prêt à négocier dans ces conditions, le pétrole a cessé d'augmenter. Ce qui est arrivé hier. D'accord. Nous avons tout de même les grandes zones de production, c'est-à-dire le plus grand gisement du monde, Ghawar, saoudien, avec ses installations portuaires, ses installations de production et ses installations portuaires, qui est survolé par les missiles, d'un côté comme de l'autre. Nous avons le gisement de Bourgan, du Koweït, et ses installations pétrolières. Nous avons toute la côte, depuis Jubail, Ras Tanura, Arabie Saoudite, Abu Dhabi, toute cette côte qui est en situation de précarité. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait expliquer, si tant est qu'on puisse expliquer, hein, le sang-froid, on va dire, des marchés, c'est qu'il y a 2,5 millions de barils par jour de capacité inutilisée de l'OPEC. D'accord? L'OPEC+. Du fait des baisses de production, donc il y a une capacité avec le Covid, donc les baisses de production. Donc il y a une capacité en gros de 2,5 millions de barils par jour. Qui représente une marge de manœuvre? Qui représente une marge de manœuvre très, très courte, hein, mais cet épisode est tout à fait inédit, même si on a vu ça en 91, quand l'Irak a attaqué les États-Unis ont attaqué l'Irak et l'Irak a brûlé les puits pétroliers. C'était le gisement de Bourgan, c'est 100 millions de barils, 100 milliards de barils. D'accord. C'est pas rien. Donc là, je soupçonne les marchés d'être sous contrainte. Maintenant,
2,5 millions de barils par jour, c'est pas suffisant pour rassurer. Et ça, d'autant que les prix du pétrole sont actuellement en ce qu'on appelle en backwardization. C'est-à-dire que les prix à court terme sont plus élevés que les prix à terme, hein, sur les marchés boursiers. D'accord? L'inverse, c'est le Contango. On dit ils sont en Contango quand à court terme ils sont bas et à long terme qui sont... Donc là, les marchés déjà anticipent un risque à court terme et ils anticipent un surcroît d'offres à moyen terme. Hein. Et c'est pour ça que l'OPEC Plus a augmenté sa production. D'accord. Donc, moi, je suis inquiet parce que tous les paramètres d'un puissant séisme, d'un puissant enchaînement chaotique sont réunis au Moyen-Orient. C'est-à-dire la façade arabe du golfe arabo-persique, c'est une capacité de raffinage de 4,7 millions de barils par jour. D'accord? C'est une capacité de production, c'est la capacité de production additionnée de tous ces pays. Hein. Mm-hmm. Donc, donc, on est dans une configuration assez délicate. Assez délicate et la situation est sous contrôle, d'une manière ou d'une autre. Personne n'a intérêt à ce que ça dégénère, Monsieur Preur, c'est ce qui fait que ça reste sous contrôle? Alors les pays, personne, sauf l'Iran. Maintenant l'Iran, la question du détroit d'Ormuz par où passe 20% des pétroles, donc 20 millions de barils par jour, sur 100 millions de barils par jour. Hein. Donc ces pétroles vont vers l'Asie. Or, je pense que l'Iran devrait être tempéré par la Chine, par l'Inde, par les marchés asiatiques pour ne pas fermer le détroit d'Ormuz. Mais s'il se pose un problème existentiel pour l'Iran, je ne doute pas que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz. D'accord ? Donc aujourd'hui, en plus de l'enjeu ou de toutes les difficultés que vit le marché ou que vivent les marchés pétroliers avec ces attaques donc de l'entité sioniste et la riposte iranienne, il y a aujourd'hui le contrôle des passages maritimes qui risque de chambouler également les marchés énergétiques et les autres marchés d'ailleurs, Monsieur Preur. Tout à fait. Et puis quand vous parlez de routes maritimes, il y a le détroit de Bab el-Mandeb qui est contrôlé par les Houthis, donc l'entrée de la mer Rouge, et qui ont montré leur efficacité. Donc la question des routes maritimes, elle est posée. Maintenant, il y a une autre question, c'est celle des alliances autour des alliances implicites ou explicites. Hein. Des alliances arabes, avec la félonie qu'on connaît à certains de ces pays, autour de l'entité sioniste et de son acte criminel. Donc, à partir de quand ces pays peuvent être considérés comme des ennemis par l'Iran. Maintenant, l'Iran a montré qu'il a une capacité de frapper avec précision sur de longues distances. Donc, toutes les configurations sont possibles. Alors, on parle beaucoup du pétrole, il y a également le gaz, Monsieur Preur. L'Iran, c'est le 3e producteur mondial de gaz, 8e de pétrole. Donc là également, les marchés gaziers risquent d'être affectés ou sont déjà affectés, Monsieur Preur?
les marchés gaziers vont être affectés, d'accord? Ils ne sont pas encore affectés avec la rigueur qui se prépare, d'accord? Parce que le gisement émirati, iranien, c'est le gisement de South Pars, qui est partagé avec le Qatar. Le North Field qatari, c'est le prolongement du... Et l'Iran, je me demande s'il va accepter que le Qatar continuera à soutirer sur le gisement, dans la mesure où l'Iran, en guerre, se retrouve empêché de produire. D'exploiter son gisement. D'accord. Déjà, avec l'embargo, le Qatar a beaucoup profité, malgré les mesures de ce qu'on appelle l'unitization pour départager les zones iraniennes et qataries. Donc, le marché est très tendu. Le marché européen gazier est très tendu. Le marché américain n'est pas concerné. Le marché asiatique également est très tendu. D'accord? Donc, nous allons avoir des configurations tout à fait inédites en matière de prix du gaz. Et la chaîne gaz, l'inertie elle est beaucoup plus grande que la chaîne pétrole. C'est-à-dire que oui, si on touche des unités de liquéfaction, ça sera très compliqué. On ne peut pas approvisionner le Japon par gazoduc. Donc, en règle générale, ce qui est en train de se passer, à mon avis, nous sommes dans les... peut-être que je me trompe, hein, mais nous sommes dans les prémices d'une crise multidimensionnelle. D'accord? Qui commence par l'énergie qui s'étend à tous les autres... Qui va s'étendre à tous les autres parce que l'impact inflationniste de cette crise est très fort. Or, l'Europe communautaire est en train de guérir à grand prix de l'inflation. Mais une inflation exogène qui vient de l'énergie va l'anéantir. D'accord? Et comment dirais-je, la France est dans une situation sur le plan économique désespérée. De difficultés, oui. De graves difficultés. Donc, si les prix du pétrole montent, elle ne sera pas en mesure de... Donc, l'impact risque d'être généralisé à tous les secteurs et dans le reste du monde. Nous verrons dans la deuxième partie de l'émission quels sont les pays qui pourraient être les plus touchés, quelles sont les perspectives d'évolution des marchés énergétiques. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Preur, on le disait, donc le pétrole réagit à la situation au Moyen-Orient, à toutes ces tensions inédites que vit cette région, l'une des plus importantes au monde concernant la production d'énergie, pétrole et gaz. Donc aujourd'hui, pour le pétrole, les marchés agissent ou réagissent tout de suite. Pour le gaz, est-ce que justement les répercussions ne risquent pas de s'étaler sur plusieurs semaines, plusieurs mois carrément, Monsieur Preur? J'ai dit qu'il y a beaucoup d'inertie dans la chaîne gaz, beaucoup plus que dans la chaîne pétrole, parce que c'est beaucoup plus simple de transporter le pétrole que le gaz. Donc, le dérèglement des chaînes gazières, d'abord la disparition des volumes iraniens, quand bien même ils vont à travers des circuits, mais ils sont là, tout comme les volumes russes. Hein. Tout à fait. Là, il s'agit d'une destruction des installations. Les Russes n'ont pas détruit leurs installations. D'accord, ils ont réorienté leur flux. Donc, nous allons rentrer dans un paradigme inédit, c'est-à-dire que comment dirais-je, les approvisionnements iraniens, voire certains moyen-orientaux risquent de disparaître
en cas d'enchaînement chaotique. Maintenant, les marchés disent qu'il y a un apaisement. Moi, je ne vois pas l'apaisement. Hein. D'autant qu'il y a des menaces même grandissantes. Oui, oui, dans cet élément de langage qui est en train de circuler dans les marchés. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut apaiser les marchés, alors que les marchés sont réputés pour être psychologiques. La volatilité vient du fait qu'ils sont psychologiques, c'est-à-dire vous vendez quand ça monte et vous achetez quand ça monte et ensuite quand ça atteint le pic, l'asymptote, vous vendez pour faire des bénéfices, c'est comme ça que ça se passe. Et là, il semble beaucoup plus prudent, on ne comprend pas. L'Iran n'a jamais garanti qu'il ne frapperait pas les installations, il l'a même sous-entendu. Les installations pétrolières du Golfe arabo-persique. Hein. Donc, je pense que si l'embrasement, l'Iran est en train de se battre, effectivement, autant l'Iran que pour l'entité sioniste, il y a une question existentielle qui se pose. Hein. Bien que l'Iran fait 6 fois l'entité sioniste. Hein. Oui. On ne voit pas... c'est une guerre qui est complexe parce que les sionistes, quelle que soit leur puissance de feu, ils ont un territoire 6 fois supérieur à leur territoire, hein, et avec des montagnes, avec des configurations tout à fait hostiles. Et l'Iran, il a pour cible un territoire tout petit. Hein. Donc la concentration du tir fera plus de mal en relatif que dans l'entité sioniste que dans l'Iran. Donc de part et d'autre, on risque de voir des installations détruites et donc plus qu'il y ait une baisse de la production ou des quantités qui vont disparaître du marché, comme vous le disiez, Monsieur Preur. Est-ce que justement, puisqu'on parle du gaz, pour l'hiver prochain, il y a déjà, disons, un manque qui se profile et des tensions qui se profilent? Bon, déjà, les stocks de gaz en Europe ne sont pas à leur maximum. Hein. Et le problème avec le stockage, c'est quand les prix montent, le coût du stockage devient plus élevé. Or, dans un contexte chrysogène comme celui-ci, les prix vont monter. OK? Donc, ils vont monter. Et c'est ainsi que le coût du stockage va être prohibitif. Mais ceci étant, c'est-à-dire que vous stockez, vous n'allez pas consommer le gaz que vous avez stocké, vous allez continuer à acheter. Le stock n'est qu'une sécurité. Oui. Et il ne semble pas que l'approvisionnement gazier des pays européens et asiatiques soit garanti dans ces conditions-là. Il ne semble pas du tout. Justement, il y a des pays ou des régions qui risquent d'être plus touchés que d'autres, Monsieur Preur? Bon, l'Europe qui consomme du gaz moyen-oriental sera touchée. Hein. L'Asie, essentiellement. Le bassin pacifique va être touché. Hein. Les grands clients sont asiatiques pour l'Iran, pour le Qatar, ça va être compliqué, très compliqué, y compris pour le Qatar, parce que le Qatar, d'une manière ou d'une autre, il n'est pas belligérant, mais il est presque. Puisque le gisement qatari et iranien sont le même. Donc, ça serait étonnant que le Qatar ne soit pas, d'une manière indirecte, impliqué. Parce que c'est des installations en mer qatari et iraniennes. Hein, donc, les tensions sur les marchés énergétiques sont tout aussi inédites que les tensions dans la région du Moyen-Orient? Oui, les marchés énergétiques sont sous tension absolue et ils sont dans une situation d'incertitude.
Je pense que les États serrent d'une main de fer les marchés pour les empêcher de s'emballer, hein. On a déjà vu ça en 1991, Oui. quand les marchés... Donc, les marchés sont inquiets. On a une forte incertitude, on a une forte... quand on a une multiplication de facteurs d'incertitude, on est dans l'imprévision. C'est-à-dire que là, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Au conflit ou à la situation qui est déjà très tendue au Moyen-Orient, il y a également un des principaux producteurs de produits pour l'énergie, c'est la Russie, qui est également sous embargo. Les pays européens veulent carrément éliminer le gaz russe du continent à horizon 2027, 25 des 27 pays. Alors, c'est d'autres tensions qui vont s'ajouter au marché énergétique, Monsieur Preur? C'est-à-dire que, au fond, le fond de cette... il y a un mouvement de plaques tectoniques sur le plan géopolitique, d'accord, affaiblir, casser toute perspective de construction d'un bloc eurasiatique qui comprendrait l'Allemagne et la Russie, hein, était un objectif dans toute la doctrine américaine vis-à-vis de l'Ukraine et de l'Europe. D'un autre côté, vu la crise économique que vivent les États-Unis, hein, donc l'endettement, 36 000 milliards de dollars de dette, 600 milliards de dollars de services de la dette et tout. Donc, les États-Unis ne veulent pas que l'Europe les dépasse, que l'euro devienne la monnaie forte. Devienne une monnaie forte, concurrente au dollar. On dit pas il va remplacer, mais donc les États-Unis font tout pour plomber l'Europe, on le voit. Donc il y a cette guerre économique, il y a ce bloc eurasiatique que les Américains renoncent maintenant à fracturer, avec lesquels ils essayent de trouver des points de des terrains d'entente. Des terrains d'entente. Et ça, c'est surprenant. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils ont lâché l'Europe occidentale, qu'ils jouent leur propre jeu, parce qu'il y a des terres rares, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a des matières premières stratégiques, hein. Et donc il y a une reconfiguration, parce que les États-Unis sont en crise, ils se sont désindustrialisés, puisqu'ils importaient tout. Aujourd'hui, impossible de réindustrialiser l'Amérique. Les salaires aux États-Unis sont 6 fois supérieurs aux salaires au Mexique, d'accord? Donc c'est pas possible. Trump court derrière une chimère. Parce que le modèle américain qui vit sur le dollar, vous imprimez de la monnaie de singe, du dollar, et puis vous achetez les produits, a fini par désindustrialiser les États-Unis et augmenter le chômage. Donc lui, il veut réindustrialiser, ramener les entreprises aux États-Unis, mais les coûts des facteurs sont plus élevés. D'accord, il leur dit l'énergie est bon marché, mais alors d'un autre côté, au Moyen-Orient, les États-Unis étant autosuffisants en pétrole et en gaz, gardaient leur présence au Moyen-Orient pour contrôler les sources énergétiques de l'Asie. Pour contrôler l'Asie, pour qu'elle n'aille pas trop vite. Mais là, leur électron libre sioniste a tout... torpillé. Voilà, il a tout... et donc, il n'est pas dit que les États-Unis aient voulu cette confrontation. Mais bon, l'idée fixe de sioniste, c'était de démolir l'Iran. Donc finalement, aujourd'hui, on assiste à toute une reconfiguration, non seulement des marchés énergétiques, mais de toute la carte, non seulement énergétique, mais économique et géostratégique également, Monsieur Preur. Oui, c'est une reconfiguration qui va être, on parlera de reconfiguration avortée.
Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le cercle de Valéry Pieris. C'est un politologue texan qui a pris ce pseudonyme. Donc, si vous prenez pour centre Hong Kong et vous faites avec un cercle, un rayon de 3000 km, hein, cette zone qui a pour centre Hong Kong et un rayon de 3000 km, vous avez 50% de la population mondiale, 49% du PIB mondial, vous avez 60% de la croissance mondiale. Donc, c'est le centre de gravité de l'économie mondiale. Le problème, est-ce que, et c'est une dynamique de glissement du centre de gravité vers cette zone, et le mal des États-Unis vient de cela. D'accord? Parce que cette zone est en train même de s'intégrer avec les monnaies numériques permettent de contourner la confrontation dollar-yuan. D'accord? Que le yuan n'est pas encore prêt à remplacer le dollar parce que l'économie chinoise n'est pas assez forte, mais l'économie chinoise est en train d'accélérer, avec 5% de croissance, elle va dépasser les États-Unis. Donc tout ça, le Moyen-Orient revient au milieu parce que le pétrole et le gaz, contrairement à ce qu'on dit, transition énergétique et tout, il va être encore là pour jusqu'à 2050. Maintenant, le consensus des experts est établi. C'est-à-dire, pour le moins, on sera 50-50, c'est-à-dire 25 gaz, 25 pétrole. Et 50% du bilan énergétique mondial. C'est-à-dire c'est ce qui se passe depuis... Alors, une reconfiguration à laquelle on assiste, Monsieur Preur, l'Algérie, quel est le bénéfice qu'elle pourrait tirer, s'il y a bénéfice, évidemment? Sauf l'Algérie, je ne cesse de le dire. C'est-à-dire que une situation peut présenter des opportunités et peut présenter des menaces, selon la posture que l'on adopte. D'accord? Si on adopte, on monte sur un ring et on reste dans un coin et on se protège, on reçoit la raclée. Si on est sur le ring, c'est pour frapper, c'est pas pour se protéger. D'accord? Donc là, il y a des facteurs qui peuvent être positifs, à savoir que le prix du pétrole va augmenter le prix des exportations, ok? Et il y a d'autres facteurs qui peuvent être positifs, à savoir que il y a des bêtes malades, des entreprises qui sont en difficulté, qui vont être en difficulté, et dont il faudra penser à les acquérir ou à prendre des positions solides dans leur capital, hein, des minorités de blocage, ou là. Il y a des pays qui sont fragilisés, si on pense à la France, à l'Allemagne. Donc ce sont des pays qui sont fragilisés. Je pourrais même dire, ça peut vous faire sourire, mais il faut leur tendre la main. C'est-à-dire que leur tendre la main au sens où penser, proposer des rentrées dans le capital de champions industriels et technologiques, tout en leur ouvrant des marchés. C'est-à-dire quand on est présent à 30% dans un géant du BTP ou là, de la construction ferroviaire, ou là, on lui offre en contrepartie, ou là dans les énergies renouvelables. Nous avons comme monnaie, une demande qui est exponentielle. Donc il faut être offensif dans l'offensive, monsieur. Il faut être excessivement offensif et intelligent et je dis opportuniste, ça veut dire n'importe quoi, mais disons intelligent et perspicace pour pouvoir, c'est l'occasion pour que son attaque rentre dans, je dis les choses comme elles sont, dans NJ par exemple,
et vendent, qu'elles rentrent dans le capital et qu'elles vendent du gaz et des molécules de gaz, des kilowattheures au client final en France. C'est le moment pour que Alstom, dans les chemins de fer, on rentre. Qu'on rentre dans le BTP en France, on a... D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Preur. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Mourad Preur est expert en questions énergétiques. Merci à vous. Merci à nos auditeurs et bonne journée. Merci. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.